Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu avec cette ambiance beaucoup plus sombre, d'histoire d'horreur. Alors installez-vous chill avec votre copine, votre soeur, votre frère, qui vous voulez. C'est parti, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Coralie, elle a 20 ans et elle s'est passée il y a à peine 2 semaines. Coralie, elle nous explique qu'elle vit dans un petit immeuble à 15 minutes de Limoges. Elle est au premier étage et que juste en face de son immeuble, il y a une banque. Cette banque elle est toute vitrée et le distributeur il est à l'intérieur et pour rentrer du coup dans cette banque, il faut appuyer sur un bouton. Vous savez, après ça s'ouvre, c'est quelqu'un qui ouvre la porte. Sauf que elle, dans son immeuble par exemple, tout le monde y a accès, c'est un palier qui est ouvert à tout le monde. Et tout ça, c'est important pour le reste de l'histoire. L'histoire commence quand il était 20h, elle décide d'aller retirer de l'argent dans la banque qui est en face pour faire du shopping le lendemain avec ses copines et elle décide de retirer 20 €. Alors je sais pas où tu vas faire du shopping Coralie, mais 20 €, tu vas pas acheter grand chose en shopping, hein, je te le dis tout de suite. Elle va donc à la banque et pendant qu'elle retire, il y a un homme qui rentre derrière elle et elle lui dit bonjour et au moment de partir, elle lui dit bonne journée et il lui répond à toi aussi. Coralie. Là, elle se retourne et il demande comment il connaît son prénom. Et il lui répond qu'en fait, c'est un nouveau voisin et qu'il a entendu sa mère l'appeler. Bon, déjà un peu creepy, mais allez, on va dire que ça passe. Elle repart chez elle, elle demande à sa mère si elle a vu les nouveaux voisins. Sa mère lui dit que non, elle savait même pas qu'il y avait des nouveaux voisins. Bref, la soirée se passe avec sa mère, elle regarde la télé, tranquille. Comme on est encore en été, il fait extrêmement chaud. Coralie, elle décide d'aller prendre une douche. Sa mère est épuisée, donc elle va se coucher. Elle termine sa douche et elle décide de faire la vaisselle et elle explique comme elle vit qu'avec sa mère, elle sort souvent à poil avant d'aller chercher ses habits. Elle se balade un peu à poil et elle fait la vaisselle à poil en fait. Coralie, elle a la flemme, comme elle a décidé de faire la vaisselle, elle a pas envie de faire des allers-retours pour allumer la lumière, donc elle reste dans le noir, elle allume juste le flash de son téléphone qu'elle pose sur l'étendoir de l'éponge pour avoir un peu de lumière et elle fait la vaisselle et en plus elle allume la lumière, elle a pas envie que tout le monde la voit peut-être de l'extérieur alors qu'elle est à poil. Elle fait la vaisselle et à un moment elle lève les yeux et elle voit par la fenêtre donc la banque qui est illuminée etc. Mais elle voit aussi devant cette banque un homme avec les yeux noirs qui est en train de la fixer et il lui fait même coucou de la main. Elle réagit pas, elle termine rapidement, elle va pour partir se coucher mais avant comme d'habitude elle vérifie que la porte est fermée à clé. Coralie nous explique qu'elle a un titre que pour vérifier que la porte est bien fermée, elle la rouvre et elle la ferme et elle vérifie bien que le verrou s'enclenche pour fermer la porte. Puis elle part dans sa chambre pour se coucher, elle laisse sa porte de chambre légèrement ouverte pour que son chat puisse dormir avec elle parce qu'il vient apparemment régulièrement. Elle explique que comme d'habitude quand il fait chaud l'été, elle laisse sa fenêtre et ses volets ouverts pour aérer, pour avoir moins chaud et le soir elle fume sa clope à la fenêtre, au téléphone avec sa copine et après elle va se coucher, c'est sa petite routine habituelle. Ce soir-là comme d'habitude elle est au téléphone avec sa copine et elle entend que sa copine s'endort, donc elle fait un tour sur les réseaux sociaux et à un moment pendant qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle entend qu'il y a quelqu'un dans la rue qui chuchote son nom. Au début elle est un peu saoulée, elle se dit c'est encore l'autre con qui me regardait par la fenêtre, franchement il est chiant. Elle explique qu'elle a un peu peur mais qu'elle est du genre à affronter les choses, que quand elle était petite elle s'est beaucoup bagarrée et que lui il est vraiment tombé sur la mauvaise personne s'il pense qu'elle va se laisser faire. Là Coralie elle sort sa tête par la fenêtre, elle lui dit qu'est-ce que tu veux et le mec lui répond toi. Et elle lui répond « Arrête de me saouler, il est tard, j'ai envie de dormir. » Apparemment, il rigole, il se tape à fou rire et il lui dit « Descends tout de suite. » À ce moment-là, Coralie, elle lui répond « Ok. » Donc déjà, Coralie, t'as plus de courage que n'importe qui. J'aurais fermé la fenêtre, j'aurais dit « Allez, funky. » Donc déjà, Coralie, elle a du courage, je peux pas lui enlever. Elle prévient sa mère qu'elle va descendre, elle lui dit de pas s'inquiéter puisque elle sait se défendre et sa mère sait aussi qu'elle sait se défendre. Elle dit qu'elle a aussi de très bonnes relations avec ses voisins et qu'elle envoie quand même un petit message à son voisin en lui disant qu'elle descend, qu'il y a un mec qui lui fait chier et lui il lui répond qu'il va la surveiller par la fenêtre. Là, elle descend sur le parking, elle le regarde droit dans les yeux et elle lui crie « Tu veux quoi espèce de malade enculé de ta grand-mère, tu crois que j'ai ton temps, tu cries sur les gens par la fenêtre. » Déjà Coralie, elle est vénère. Elle nous explique aussi qu'elle est réunionnaise et du coup qu'elle commence à l'insulter en créole. Apparemment le mec il dit rien, il est choqué et il s'en va. Elle rentre chez elle, elle dort tranquillement, le lendemain elle se prépare pour retrouver ses amis, elle pensait passer une journée tranquille mais toute la journée elle va sentir un regard qui la surveille. En pleine discussion, elle demande à une de ses amies de regarder la personne qui la fixe et de lui faire une description. Et la description que lui fait sa copine, c'est exactement le mec qu'elle a vu la veille. À ce moment-là, elle explique tout à ses copines. La journée se passe, le mec continue à les suivre, mais elle fait comme si de rien n'était. Elle rentre chez elle, elle prend une douche, elle se pose, tranquille. Pour elle, l'histoire est derrière elle, c'est juste un mec chiant. Elle lit un livre tranquille quand quelqu'un frappe à la porte. Et là, naturellement, elle se dit que c'est sa mère. Et par habitude, elle regarde quand même dans le Judas et elle voit que c'est tout noir. Elle comprend que la personne qui est derrière la porte est en train de cacher le Judas avec son doigt. Là, Coralie, elle se pose une question. Est-ce qu'elle est assez têtue pour ouvrir la porte malgré tout? Mais bien sûr qu'elle le fait. Mais oui, Coralie, elle a pas de limite, elle s'en bat les couilles, elle. Mais elle va pas ouvrir sans avoir une arme. Attention. Elle prend une bombe désodorisante dans les toilettes et un sac plastique au cas où elle devrait l'étrangler. Coralie, ta vie, c'est un film, non? Elle ouvre la porte et là, elle tombe sur sa voisine. Ok. Elle repose ses objets discrètement en lui parlant. Tu sais, oui, bonjour, machin. Le soir, sa mère rentre normalement. Elles sont parties se coucher vers 23h. Coralie dort toujours la fenêtre et les volets ouverts. Et là, la même scène se déroule. Les chuchotements et elle entend son nom. Au bout d'un moment, le mec se met même à crier son nom. La Coralie, elle en a marre, elle ferme les volets, elle ferme la fenêtre. Tant pis si elle crève de chaud. Donc Coralie arrive à se rendormir, mais dans la nuit, elle se réveille parce qu'elle sent quelque chose qui monte sur son lit. Au départ, elle se dit que c'est son chat, mais le poids est plus important que d'habitude.
Coralie, du coup, elle ouvre un œil et là, elle voit le mec couché au bout de son lit. À ce moment-là, Coralie saute de son lit, elle court vers sa porte, elle prend la clé de la porte de sa chambre et elle la ferme de l'extérieur. Elle court vers la chambre de sa mère, saute dans son lit et lui demande d'appeler le voisin sans poser de questions. Coralie, elle prend le temps de verrouiller la porte d'entrée et la porte de la chambre de sa mère pour ne pas que le mec puisse se barrer. En même temps, elle téléphone à la police et elle leur explique tout. Très rapidement, la police arrive, ils rentrent dans l'appartement et ils ressortent avec le mec menotté. Après l'interrogatoire, ils se sont rendus compte que cette personne s'était échappée de l'asile et qu'il avait vu le prénom de Coralie sur la boîte aux lettres et que c'est à partir de là qu'il a commencé à vriller. D'après la police, il aurait séquestré son ex et maintenant, il ferait ça à toutes les Coralie qu'il rencontre en hommage à son ex qui a quitté la ville. Coralie, t'as eu chaud? T'as eu chaud. Heureusement que t'as du sang-froid parce que je pense que le mec, il était pas là pour te faire du bien. Fou! Franchement, vous imaginez, vous ouvrez l'œil et il y a quelqu'un au bout de votre lit, genre comme ça. Rien que l'idée, on se chie tous dessus, hein, clairement. On passe maintenant à la seconde histoire, et cette histoire, c'est l'histoire de Marc. Marc nous dit qu'il a 19 ans et que cette histoire s'est passée très récemment en juillet. Marc, il nous explique qu'il vit dans un appartement avec sa mère, et que comme c'était les vacances, sa mère était partie, et lui avait l'appartement pour lui tout seul. Il dit qu'il vit dans un immeuble un peu pavillonnaire et que la plupart des voisins, c'est seulement des gens avec des enfants, etc. Donc c'est assez calme. Mais il dit aussi que du coup, la plupart des familles sont en vacances et du coup, il se retrouve pratiquement seul dans l'immeuble. Il dit qu'il a trouvé un job d'été dans un fast-food et que c'est à 1 heure à peu près de chez lui, qu'il travaillait en général de 17h à minuit et que du coup, ça le faisait rentrer tard, mais que ça le dérangeait pas plus que ça parce qu'il avait l'habitude de prendre les transports en commun tard. Donc il rentrait le soir tranquillement dans le métro à minuit, pas de souci. Donc Marc nous explique qu'il est rentré un soir vers 1h du matin et qu'il est environ à 10 minutes de chez lui de la station de métro. Il explique qu'il avait ses écouteurs donc il n'entendait pas trop autour de lui, il entendait juste quelqu'un parler assez fort derrière lui, mais au début ça l'interpelle pas. Arrivé au bout de sa rue à environ 2 minutes de chez lui, il entend toujours cette personne crier, du coup il décide de se retourner et là la personne lui fait un signe de main et lui dit d'attendre. Il explique qu'il habite dans ce quartier depuis qu'il est né et qu'au départ il avait rien de menaçant, du coup il s'est pas méfié du tout et il a laissé le mec s'approcher normalement. Il dit que c'était un gars assez grand, assez svelte et qu'il avait une bonne tête donc du coup il s'est pas méfié du tout. Le mec lui explique qu'il a fâché sur lui dans le métro et que c'est pour ça qu'il le suit. Et à ce moment-là, Marc, il trouve ça plutôt étrange, du coup il commence à paniquer sans trop le montrer, mais il commence à pas être bien. Marc reprend sa route normalement en disant au mec qu'il est pas intéressé, qu'il veut rentrer chez lui tranquille. Sauf que le mec décide de le suivre. À ce moment-là, Marc, il a un peu peur, du coup il sort son téléphone et il décide d'essayer de filmer la scène un peu en mode caméra cachée de manière à ce que ça se voit pas trop, au cas où il se passerait quelque chose. Donc il filme la scène discrètement et il l'entend lui parler en lui demandant s'il vit seul, où est-ce qu'il vit, etc. Donc Marc lui explique qu'il vit avec ses parents et là à ce moment-là le mec se crispe et lui dit ah bah on va les déranger alors. À ce moment-là le sang de Marc s'est glacé, il a commencé à marcher beaucoup plus vite. Il a réussi à envoyer une partie de la vidéo à ses amis mais quand il a essayé de reprendre une vidéo son téléphone s'est éteint car il n'avait plus de batterie. C'est à ce moment-là que Marc va se sentir réellement en danger. Donc il marche dans la rue, toujours suivi de plus en plus rapidement par ce mec, et il explique que souvent dans sa rue les lampadaires sont en panne, donc il y a des endroits où il fait tout noir complet, et il se sent pas du tout en sécurité. Marc il continue à marcher, sans prêter attention à ce qu'il lui dit. Arrivé devant son immeuble, il remarque un truc assez étrange, il voit une camionnette bleue qui est posée devant l'entrée du parking. De 1 c'est un stationnement interdit, et de 2 il a jamais vu quelqu'un se garer là. Mais à ce moment-là il y prête pas plus attention que ça, parce qu'il essaye absolument de semer la personne qui le suit depuis le métro. Il tente de dissuader le mec en lui disant qu'il faut qu'il passe chez une amie, là maintenant, et que du coup il faudrait qu'il parte. Mais le mec ne lui répond pas. Donc Marc a continué à marcher pour faire semblant qu'il allait jusqu'à chez son ami, sauf qu'au bout d'un moment, il a changé d'avis et il lui a dit qu'il n'irait pas du coup chez cet ami parce qu'il avait plus de batterie et qu'il fallait qu'il rentre chez lui. Et à ce moment-là, en effet, il a fait une erreur en lui disant qu'il n'avait plus de batterie. Marc dit que c'est précisément à cet instant que la personne a commencé à s'énerver en lui disant d'arrêter de le prendre pour un con. Une fois arrivé devant la grille de son immeuble, il se souvient que les voisins du rez-de-chaussée ne sont pas en vacances malgré le fait qu'on soit au mois de juillet, il sait que eux sont restés dans l'immeuble. Alors il se dit que même s'ils n'ont pas une très bonne relation entre voisins, ils vont pas le laisser en danger. Du coup, Marc, il passe le grillage et pour aller jusqu'au hall de son immeuble, il faut monter quelques marches. Il dit qu'en montant ces marches, on peut voir le jardin des voisins en dessous et que souvent ils sont là en train de fumer ou alors qu'on voit la lumière à l'intérieur, vous savez, on voit la lumière qui sort par la fenêtre. Mais au moment d'arriver sur ces marches, il ne voit aucune lumière, personne dehors, les volets sont fermés. Il comprend alors que les voisins ne sont pas là et qu'il est seul dans l'immeuble. À ce moment-là, Marc, il décide de passer par la porte du hall. Il tente de la refermer rapidement, mais c'est trop tard. Le mec qui le poursuit a mis son pied pour bloquer la porte et il arrive à se glisser à l'intérieur de l'immeuble. Apparemment, il était complètement muet depuis qu'il avait dit de ne pas le prendre pour un con et c'était encore plus angoissant. Lorsqu'il a réussi à se hisser dans le hall, il a senti la respiration du mec s'accélérer et il sentait qu'il était de plus en plus énervé mais il comprenait toujours pas pourquoi il continuait à le suivre. À ce moment-là, Marc il dit qu'il était totalement déboussolé, tétanisé et qu'il ne savait pas quoi faire. Il décide donc d'aller sonner chez ses voisins malgré le fait que normalement il ne soit pas là pour lui faire peur. À ce moment-là, aucune réponse de ses voisins et il dit que c'est précisément à cet instant que son instinct de survie a repris le dessus.
Il s'est retourné vers la personne qui le suit, l'a poussé violemment et a couru vers ses escaliers pour monter chez lui. Mark habite au premier étage, il dévale les escaliers, arrive à sa porte et entend derrière lui le mec qui commence à monter. À ce moment-là, il se dépêche de sortir ses clés, mais la peur, les tremblements, il est tétanisé, etc. Il est surpassé par la peur, il a du mal à ouvrir la porte. Au moment où il rentre la clé pour ouvrir la deuxième serrure, il sent le mec se coller contre lui et il sent son souffle chaud dans le cou. Mark parvient quand même à ouvrir la porte, et là, son alarme, qu'il n'active que très rarement, se déclenche. Mark prend quand même un sursaut car il ne s'attendait pas à son alarme, puisque comme je vous le dis, il ne l'active pas souvent, sauf que lui, il a eu peur, mais le mec derrière a eu encore plus peur et il s'est barré en courant. À ce moment-là, Mark ferme la porte, désactive son alarme, il n'en revient toujours pas de ce qui vient de se passer. Son alarme qu'il active très rarement lui a peut-être sauvé la vie. Il se rue alors à sa fenêtre pour voir à travers le volet si le mec est bien parti. Il entend la porte du hall claquer, la porte du grillage se claquer. Il le distingue à travers le volet et le voit monter dans une camionnette qui était garée devant le parking. Souvenez-vous, la camionnette bleue. C'est à ce moment-là que Mark a compris qu'il avait vraiment évité le pire. Le lendemain, Mark se rend au commissariat. Apparemment, il n'a pas pu porter plainte, il a pu déposer qu'une main courante. Il leur a expliqué qu'il l'a vu monter dans une camionnette et la police lui a répondu qu'il l'avait sûrement repéré depuis un moment et qu'il le suivait, qu'il avait sûrement compris ses habitudes et qu'il savait qu'il était seul ce jour-là chez lui. Ce qui reste encore incompréhensible à Mark, c'est qu'il a réussi à passer à l'acte le seul jour où ses voisins du bas n'étaient pas là alors qu'ils sont toujours là et qu'ils n'étaient vraiment pas en vacances. Aujourd'hui, plusieurs mois après les faits, il n'a aucune nouvelle du commissariat ni de cette personne qui l'a agressé. Il a demandé à son patron de lui changer ses horaires pour finir plus tôt et il rentre maintenant en bus même si c'est plus long et il prend des itinéraires différents tous les jours. Il espère ne jamais le revoir et encore une fois, il remercie son alarme qui lui a sûrement sauvé la vie. Et ben cette histoire, elle était forte en émotion hein. Quand le mec arrive derrière toi et qui te respire dans le cou là, je suis sûr qu'on a tous la sensation, je suis même sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu des frissons, tellement ça se ressent en fait. Franchement, comme quoi, morale de l'histoire, installez des alarmes chez vous, hein. Un peu nul comme morale. Passons donc maintenant à la troisième histoire, et cette histoire c'est l'histoire de Camille, elle est arrivée en 2015. Camille nous explique qu'elle sortait avec un mec qui habitait en ville et elle habitait en banlieue. Aucun des deux n'avait de voiture ni le permis, et que comme la chambre de Camille était collée à celle de sa grand-mère, c'est elle souvent qui allait chez son mec, et elle prenait les transports en commun pour y aller. Elle dit que pour se rendre à l'appartement de son mec, il fallait prendre 2 métros. Un jour où elle allait le voir, il faisait super chaud, elle s'était habillée un peu sexy, avec une jupe à bretelles, un crop top et des chaussettes hautes. Elle dit que c'est important de le préciser parce que c'est sûrement par rapport à ça qu'elle s'est démarquée, et c'est sûrement pour ça qu'il va lui arriver ce qui va lui arriver juste après. Elle dit que malheureusement, elle aurait dû faire plus attention à ce qu'elle portait et que c'est vraiment nul. Et je suis d'accord, c'est chiant. Arrêtez avec vos excuses, comment la meuf est habillée, elle cherche, etc. Fermez vos putains de gueules, bande de chacals. Donc elle monte dans le premier métro, elle fait quelques arrêts et là un homme monte. Bon, elle pouvait pas ne pas le remarquer, elle explique parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de monde dans le métro, mais il a décidé de se mettre juste en face d'elle. C'est super chiant. Que tu sois une meuf ou pas, ça m'est déjà arrivé, t'es tout seul dans le métro, le mec se met à côté de toi. Frère, il y a tout le métro, dégage de moi, je n'aime pas les gens, je suis pas sociable. Ne reste pas à côté de moi, s'il te plaît. Et le fait que du coup, il se mette juste en face d'elle, ça la fait se sentir bizarre. Donc elle descend au dernier arrêt de son premier métro et elle traverse la gare pour aller au prochain métro pour prendre du coup le prochain métro pour aller chez son copain. Mais elle remarque que le mec la suit et elle se dit au départ que c'est pas très grave, peut-être qu'il prend juste le même métro qu'elle, donc peut-être rien de grave et peut-être qu'elle se fait des idées. Donc pour arriver sur la station où elle prend son deuxième métro, il faut monter des escaliers et là elle remarque que le mec est vraiment juste derrière elle. À ce moment-là, Camille elle décide de faire demi-tour et d'aller sur une autre station où elle voit qu'il y a pas mal de monde et elle pense comme ça que le mec va pas la suivre. Et elle pensait en plus que dans la foule elle pourrait peut-être le perdre, etc. Donc comme ça elle serait plus tranquille. Elle va dans la foule et elle essaie de le perdre dans la foule avant de retourner sur la station sur laquelle elle doit prendre son métro. Elle finit par y arriver, au début elle le voit pas, donc elle commence à se sentir mieux, sauf que d'un coup elle se tourne et elle le revoit, il est toujours là. Elle dit qu'elle pensait l'avoir semé, mais qu'en réalité, peut-être qu'en fait, il la voyait tout le temps. Elle dit qu'il n'y avait pas trop de monde sur le quai, mais que les métros qui sont arrivés, ils étaient tellement pleins qu'elle a même pas eu envie de monter dedans, sauf que le mec qui la suit ne monte pas non plus. Pendant ce temps, elle envoie des SMS à son copain, en lui expliquant la situation, etc. Sauf que lui, il prend pas du tout la situation au sérieux, il dit qu'elle exagère. Elle lui demande au moins qu'il la rejoigne à la dernière station pour la rassurer. Il était apparemment très réticent, mais il a accepté. À ce moment-là, tous les métros qui arrivent, ils sont toujours pleins, sauf qu'elle en a marre, elle perd patience et elle a envie d'arriver chez son copain. Donc elle finit par se convaincre de rentrer dans un métro qui est plein, elle se retrouve dans un métro hyper plein où un mec a son bras sur elle tellement il n'y a pas de place, et finalement elle se sent trop oppressée, trop en danger, et elle finit par ressauter du train, sauf que le mec qui la suivait, qui lui est monté dans le train au moment où elle allait monter, n'a pas eu le temps de sauter, du coup il est parti avec ce métro-là, et elle est restée sur le quai, lui la fixant. À ce moment-là, Camille elle va attendre encore que certains métros passent,
passe parce qu'elle a peur que lui essaie de monter dans les prochains. Au bout d'un moment, elle finit par en prendre un et à chaque station, elle vérifiera si le mec ne remonte pas et elle ne le verra pas. Elle arrive finalement à sa station de destination. Elle voit son copain qui est saoulé de devoir marcher. Elle dit que c'est un ex-petit ami et qu'il était plutôt merdique. Ça a l'air en tout cas. Elle dit qu'elle est vraiment fière d'elle d'avoir sauté du train au dernier moment parce qu'elle ne sait pas à quel point elle était en danger ni ce que cette personne aurait pu lui faire. Elle sait très bien que cet homme ne la suivait pas pour une raison saine. Et elle dit que malgré le fait qu'elle était en public, elle avait l'impression que si cette personne lui faisait quelque chose, personne ne ferait rien. Et en effet, tu as raison Camille, parce que plus les gens sont nombreux, moins ils risquent de faire quelque chose et ça a un nom, ça s'appelle l'effet témoin. En plus, Camille elle explique que c'est une personne petite et pas forte, du coup elle aurait rien pu faire, c'est mignon. Voilà, donc tous les gros charros qui suivent les meufs parce qu'elles sont habillées un peu trop sexy pour vous, bah arrêtez quoi, parce qu'on a tous envie de vous enculer. Et du coup, foutez la merde pour des mecs qui sont sûrement très bien, mais à cause de gens comme vous, et bah les meufs peuvent pas s'habiller comme elles veulent, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent, elles peuvent pas arrêter de casser les couilles. La première histoire, c'est l'histoire de Marie. Marie nous explique qu'au moment de l'histoire, elle était étudiante, qu'elle était très studieuse et qu'après une semaine vraiment chargée, elle avait le plaisir, comme elle le dit elle-même, d'avoir la maison de ses parents pour elle toute seule. Donc comme nous tous quand on était jeunes, ou en tout cas comme la plupart d'entre nous, on était très contents d'avoir la maison de nos parents pour nous tout seuls, et la seule contrepartie qu'elle a, c'est de nourrir et de promener le chien quelques fois par jour. Et elle précise que c'est exactement sur ce dernier point que ça va partir en couille. Marie nous explique que la maison de ses parents, elle est située au milieu d'un village un peu paumé, donc il y a pas mal de champs autour pour promener le chien, donc c'est assez agréable. Marie nous explique aussi que c'est le mois de novembre, donc elle s'habille bien pour affronter le froid, et elle part promener son chien, et tout se passe à merveille. Marie se balade sur un chemin plutôt forestier à côté d'un champ, et elle explique qu'au milieu de la balade, elle voit un homme à une centaine de mètres d'elle qui est en train lui aussi de promener son chien. Bon, elle explique que rien d'incroyable à ce moment-là, puisque à cette heure-là, c'est un peu l'heure où tout le monde sort son chien dans le village, donc rien d'anormal. Sauf qu'au moment de le croiser, le mec lui fait un sourire plutôt malsain et il ne lui répond même pas à son bonjour, ce qui la met plutôt mal à l'aise. Elle explique aussi qu'il avait une position un peu voûtée et qu'il avait vraiment des yeux de fou dans la manière dont il la fixait. Donc Marie le dépasse et une fois qu'elle l'a dépassé, elle entend juste derrière elle l'homme qui lui dit « Ne t'en fais pas, n'aie pas peur. Si tu veux, on peut aller promener nos deux chiens et les faire jouer ensemble un peu plus loin. » Et Marie nous explique que la manière dont le gars a dit ça l'a fait totalement flipper. Bref, Marie lui répond pas trop, elle trace sa route, elle fait encore quelques centaines de mètres, elle croise un autre homme cette fois-ci qui a deux chiens, avec lui tout se passe bien, il est pas du tout chelou, il répond à son bonjour, etc. Rien d'anormal avec cette personne. Les chiens jouent ensemble, Marie discute avec ce mec-là, aucun souci, et elle continue sa route tranquillement, jusqu'à un moment où elle se dit qu'elle va peut-être regarder derrière elle, comme ça, pour voir un peu le chemin qu'elle a parcouru. Sauf que quand elle se retourne, elle voit le mec qui lui avait déjà fait peur, qui a fait demi-tour et qui est en train d'avancer assez rapidement vers elle. Elle explique que ça l'a un peu inquiétée, encore plus, puisqu'en fait ce chemin fait normalement une boucle très praticable qui ne donne aucune raison à personne en général de faire demi-tour. Et en plus de ça, comme je vous le disais, son pas est très rapide et se dirige clairement en direction de Marie. Donc Marie, qui n'est pas du tout en confiance, je vous rappelle qu'elle a le champ juste à côté, elle décide de passer le barbelé du champ et de traverser à travers ce champ, direction sa maison qui est visible de là où elle est. Sauf que quand elle se retourne, elle voit toujours le mec avec les yeux rivés sur elle, qui s'approche lui aussi du grillage et accélère encore plus le pas. Là, Marie, elle se chie littéralement dessus. Son réflexe, c'est d'appeler son chien, et tenez-vous bien, de courir à travers le champ en direction de sa maison. Meilleur réflexe, hein, on aurait tous fait ça, on se serait barré en courant à travers le champ, en direction de la maison, hop hop hop, on va fermer la clé, plus vite que ça, y a pas le temps là. Elle explique aussi que peut-être ce mec n'avait pas de mauvaises intentions et que ça la faisait passer pour une idiote, mais bon, tant pis, elle décide quand même de courir parce qu'elle a trop peur. Arrivée au bout de sa course et au bout du champ, elle doit escalader une autre clôture et à ce moment-là, elle décide de se retourner et ce qu'elle voit va lui glacer le sang. Elle voit l'homme qui est en train de la fixer juste derrière la première clôture qu'elle a déjà enjambée. Il la fixe sans bouger. Elle explique qu'elle est très fine et très petite, donc elle a pu se faufiler entre le grillage. Mais elle explique qu'un homme de sa corpulence à lui n'aurait pas pu se faufiler et que c'est sûrement pour ça qu'il n'a pas passé le grillage. Il est juste resté là, à la fixer avec ses yeux de fou, comme elle l'explique elle-même, et sans bouger. Finalement, Marie, même en étant très loin, elle est tétanisée, elle le fixe, et au bout d'une minute, il finit par tourner la tête et reprendre sa route normalement. De son côté, Marie, elle a finalement fini par rentrer chez elle. Elle explique qu'elle a fermé toutes les portes à clé et qu'elle a même gardé un couteau avec elle. Meilleur réflexe, tu survivrais dans un film d'horreur, pas de souci. Sachant qu'en plus, 15 minutes plus tard, alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle a vu cet homme repasser devant chez elle et fixer sa maison. Ce qui l'a, d'après elle, encore plus conforté dans l'idée de garder ce couteau. Et je te confirme
t'as bien fait de te conforter dans l'idée, moi je l'aurais gardé aussi, hein. Limite je l'aurais lancé dessus je crois. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Marie explique que peut-être, encore une fois, il n'avait pas de mauvaise intention, mais qu'elle a eu un vrai mauvais feeling et elle explique que peut-être que si le mec avec ses 2 autres chiens n'avait pas été là, bah elle a l'impression qu'il lui serait arrivé des mauvaises choses. En tout cas, Marie, très bon réflexe, n'hésitez pas à courir si le danger se fait sentir, tant pis si vous passez pour des idiots, c'est pas grave, sauvez votre peau, vraiment. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Julian. Julian nous explique qu'elle s'est passée il y a des dizaines d'années et qu'encore aujourd'hui, quand il repense à cette histoire, il imagine qu'il a échappé au pire. Il explique qu'en 2013, il a commencé ses études d'ostéopathie et que pour payer un peu ses études et sa vie en général, il a trouvé un métier de gardien de nuit dans un centre qui accueille les handicapés moteurs. C'était un ancien grand manoir des années 70 qui était réhabilité donc pour accueillir ces personnes-là avec un grand parc autour. Pour ce poste-là, il nous explique qu'il a passé 2 entretiens et qu'il avait plus ou moins compris que l'ancien gardien de nuit qui était plus là, il avait été un peu mis à la porte, un peu brutalement. Il explique que ce travail lui allait parfaitement, puisqu'il lui permettait en même temps d'étudier ses cours. En fait, il restait dans une chambre qui était réhabilitée en bureau, qui était assez sobre, et il devait simplement faire une ronde toutes les 2 heures au milieu du bâtiment. Il explique que la nuit, il lui arrivait de croiser des infirmières, qu'elles étaient seulement 2 pour 40 patients, mais comme c'était assez calme la nuit, souvent elles dormaient et il croisait personne durant toute la nuit. Julien, il explique qu'il aimait pas trop faire sa ronde au rez-de-chaussée parce que c'était vraiment la partie la plus vétuste et que au niveau de ce rez-de-chaussée, il y avait aussi une pièce assez lugubre avec des anciennes prothèses et des anciens fauteuils roulants, un peu comme un musée, mais la nuit ça donnait vraiment une ambiance un peu glauque, je pense que vous pouvez l'imaginer. Heureusement, il explique que cette pièce, il n'avait pas à la traverser et le reste c'était surtout des bureaux bien aménagés, etc. Voilà, rien de très angoissant on va dire. Il dit qu'au début de son job, tout se passait très bien et que même si le rythme jour-nuit un peu, devoir travailler la nuit, bosser ses cours la journée était un peu éprouvant de temps en temps, bah ça lui permettait vraiment de concilier les deux, donc c'était vraiment cool. Les nuits se passaient relativement bien en plus de ça et passaient très très vite d'après lui. Sauf qu'au bout de 2 mois, il a commencé à se passer des choses un peu bizarres. Il explique que des fois quand il revenait de ses rondes, il retrouvait son manteau par terre au milieu de la pièce alors qu'il le rangeait toujours dans un placard. À ce moment-là, il se dit simplement que c'est peut-être la fatigue qui lui joue un peu des tours et qu'il voulait pas trop reconnaître que c'était quelque chose d'anormal, voilà, il voulait pas trop s'inquiéter non plus lui-même. Parfois même, il explique qu'il retrouvait des bouteilles de bière sous la cage d'escalier alors qu'il était, comme il le dit lui-même, à 80% sûr qu'elle n'était pas à la ronde précédente. Donc les 2 heures avant, il les avait pas vues, donc il était sûr que ça y était pas et là 2 heures après, il retrouvait des canettes de bière, etc. sous la cage d'escalier. Le moment où il a vraiment commencé à flipper, c'est quand il a retrouvé des portes d'accès ouvertes alors qu'il était normalement le seul à avoir les clés pour les ouvrir. Ça pue la merde. À ce moment-là, Julien, il a un très bon réflexe, il demande à son chef de service si quelqu'un d'autre pourrait passer la nuit, un médecin, etc. et avoir les clés, mais son chef de service lui répond simplement que non. Bon, malgré ces événements, il essaie quand même de faire abstraction parce qu'il explique que le salaire était quand même assez conséquent par rapport au temps qu'il passait là-bas, et le fait de pouvoir bosser ses cours la nuit, ça lui faisait prendre énormément d'avance, et il explique que ça se ressentait aussi sur ses notes. Un jour où il devait faire sa ronde vers 2 h du matin, il y a quelque chose qui l'interpelle parce que normalement tout le couloir et les pièces sont un peu plongées dans la pénombre puisque c'est la nuit. Elles sont même en général éclairées seulement par les panneaux de sortie de secours. Sauf que là dans une pièce, il a vu un halo de lumière. En s'approchant de la pièce, il découvre des morceaux de verre par terre et à l'intérieur, il entend des grognements et un discours qu'il n'arrive pas à comprendre. Là, Julien, il panique un peu, il se cache dans le coin du couloir et il attend de voir qui va sortir de la pièce. Quelques minutes plus tard, il voit un homme déshabillé, torse nu, avec une béquille dans les mains, qui avait l'air plutôt alcoolisé et qui continuait à grogner et à grommeler un peu des choses incompréhensibles. Discrètement, Julien, il décide de rebrousser chemin pour appeler la gendarmerie, mais d'abord, il monte à l'étage pour demander aux infirmières de s'enfermer au cas où cet homme serait violent. Julien, t'as déjà un réflexe de héros. Il appelle finalement la gendarmerie, quelqu'un lui dit qu'ils seront là dans 30 minutes. 30 minutes, c'est quand même assez long. Au bout de quelques minutes, il entend des bruits provenant du fond du couloir, et en arrivant à la hauteur d'une chambre qui est normalement vide, il voit à ce moment-là l'homme qui en sort. Il porte un bas de jogging et marche pieds nus, avec les pieds ensanglantés car il aurait apparemment marché dans les bouts de verre. De là où il est, Julien peut même sentir qu'il sent l'alcool, et au même moment, l'homme se retourne et voit Julien au bout du couloir. Et là, l'homme va vers lui et lui dit bonjour de manière tout à fait normale. Pas du tout, non. L'homme se met à courir sur lui en brandissant sa béquille comme s'il voulait le frapper avec. Pendant quelques secondes, Julien est tétanisé, il demande à l'homme de rester où il est avant d'arriver à prendre ses jambes à son cou et à courir le plus vite possible. Julien arrive au rez-de-chaussée, sort dans le parc à toute vitesse et alors qu'il s'apprête
a rappelé la gendarmerie, une voiture arrive. La suite, Julien, il la connaît pas trop. La seule chose qu'il sait, c'est que donc les gendarmes lui ont posé quelques questions, qu'ils ont investi le bâtiment et qu'ils lui ont simplement demandé d'appeler son employeur. 15 minutes après, son chef de service était là et il lui a demandé de rentrer chez lui. Le lendemain, Julien a simplement posé sa démission. Après cette expérience traumatisante, on peut le comprendre et gros soutien à toi, Julien. 3 jours après, la gendarmerie a finalement rappelé Julien pour avoir plus d'informations et lui aussi a essayé d'en savoir plus, mais ils lui ont simplement expliqué que quelqu'un était rentré dans les bureaux et avait dégradé un peu le matériel. Un an plus tard, il recroise une infirmière avec qui il travaillait ces nuits-là dans un magasin et c'est à ce moment-là qu'il aura le fin mot de l'histoire. L'homme était en fait l'ancien gardien de nuit. Il avait un passé un peu douteux et un gros problème avec l'alcool. Pour ça qu'il sentait de loin quoi. Il avait été mis à pied 2 fois pour manque de professionnalisme et il était même accusé d'attouchement sur les patients. À la suite de ces accusations, il aurait été viré directement, mais il aurait réussi à faire un double des clés et donc il venait régulièrement la nuit pour profiter du centre et on ne sait pas faire quoi d'autre, mais en tout cas pas des choses très bien a priori. Il faut savoir que un mois avant que Julien prenne son poste, une infirmière s'était fait agresser sur le parking de l'établissement et elle avait pris 2 coups de poing. La police à ce moment-là pensait à un vol qui avait mal tourné, sauf qu'en réalité, vous vous en doutez bien, c'était le gardien. Et en plus de ça, c'est rajouté apparemment sur son dossier une affaire de violence conjugale qui l'a emmené en prison durant 2 ans. Julien il explique que ce soir-là, s'il n'avait pas réussi à s'enfuir, il est persuadé que l'homme l'aurait battu avec cette béquille car il était alcoolisé et sûrement frustré de voir quelqu'un d'autre à son poste. Il explique que c'était vraiment la pire nuit de sa vie. La troisième histoire, c'est l'histoire de Camille. Elle explique qu'elle s'est passée quand elle avait à peu près 21 ou 22 ans. Elle explique qu'à ce moment-là, elle travaillait sur un plateau téléphonique et qu'elle faisait plutôt des horaires de 14h à 22h et que comme en plus c'était l'hiver, il faisait nuit très très tôt. Donc comme une journée normale, 22h arrive, elle quitte son travail, elle prend sa voiture, se dirige rapidement chez elle où l'attendent, comme elle le dit elle-même, une bonne série et ses chats. Une bonne soirée qui s'annonce. Elle explique qu'à cette période-là, elle vivait dans l'ancienne maison de son père, qui était dans un coin paumé sans réseau, et que son père, lui, avait repris la maison de ses grands-parents et qu'elle était située à seulement 100 mètres de la maison où vivait actuellement Camille. Elle explique que entre sa maison et celle de son père, il n'y a qu'une maison qui les sépare, donc même si c'est un coin paumé, elle se sent quand même en sécurité. Ce qu'elle dit aussi, c'est que c'est tellement perdu que pour rentrer chez elle, il fallait vraiment le vouloir parce que c'était limite même pas visible qu'il y avait une entrée et qu'il y avait des maisons là où elle était en fait. Bref, Camille arrive chez elle, elle gare sa voiture et en même pas 10 minutes, elle est douchée, mise en pyjama, elle s'installe dans le canapé sous sa couette avec son chat et elle lance sa série. Ça, c'est efficace, y a pas de souci. On connaît le moment où on arrive, on sort du taf et on rentre, on s'installe dans le canapé, franchement, c'est limite si je le ressens pas là. Au milieu de l'épisode de sa série, elle entend un bruit dehors, mais elle y prête pas trop attention, elle se dit que c'est sûrement un animal, sauf qu'au bout d'un moment, elle entend quelqu'un qui frappe très fort à son entrée. Camille explique que c'est une porte en bois et que du coup, quand on frappe dessus très fort, et ben ça résonne dans toute la maison. À ce moment-là, Camille, elle se paralyse un peu sous sa couette. Au fond, elle entend un peu une femme qui parle, mais comme c'est au milieu de sa série, elle distingue pas vraiment ce qu'elle dit, et elle se dit que c'est peut-être sa belle-mère, et que finalement, il y a seulement peut-être un problème. Donc Camille, elle décide finalement de mettre sa série sur pause, de descendre, sauf qu'au moment où elle descend, elle entend de nouveau la voix de la femme qui lui dit « Je sais que vous êtes là ». À ce moment-là, Camille, elle commence à se sentir pas très bien. Elle se rend compte que de 1, elle ne connaît pas cette voix, et que de 2, c'est pas vraiment une phrase normale. Elle va vers le Velux, regarde discrètement à travers, et elle voit une voiture, les phares allumés, avec au moins une personne du côté passager. Camille nous explique à ce moment-là qu'elle a un réflexe qui l'a peut-être sauvée, puisqu'elle pense à quelque chose que son père lui a laissé dans un étui, et elle va finalement le chercher. Son père lui a dit d'utiliser ce qu'il y a dans cet étui seulement en cas d'urgence. Et là, Camille estime que c'est un cas d'urgence. En tout cas, la situation prête un petit peu à quelque chose d'urgent en effet et de dangereux, parce que bon, ça a l'air quand même chelou. Pendant ce temps, la femme continue de frapper à la porte très fort et elle dit que sa voiture est en panne et qu'elle a besoin d'un téléphone. Sauf que la fenêtre de Camille donne clairement sur le palier et devant sa maison et qu'elle entend le moteur de la voiture tourner. Elle se repenche alors du côté du Velux et voit toujours cette personne qui a l'air d'être un homme du côté passager mais qui ne bouge pas d'1 millimètre. Elle explique qu'elle ouvre l'étui que son père lui a laissé, elle entrouvre le Velux en demandant à la femme de partir car elle lui explique qu'elle ne lui ouvrira pas. Et c'est là que Camille a compris qu'elle n'était pas folle et qu'elle a eu un très bon réflexe puisque la femme s'est tournée vers elle avec un sourire glaçant et lui a simplement dit « On sait que tu es seule ».
À ce moment-là, Camille, elle sort donc définitivement ce qu'il y a dans l'étui et elle le met à travers la fenêtre. En fait, il s'agit d'un fusil de chasse. Donc là, Camille, en réponse à ce danger, elle sort un fusil de chasse. Je pense que c'est très dissuasif, en effet. Bon, elle explique qu'il n'est pas chargé et que c'est justement, surtout, pour dissuader. Elle explique que Camille, de son côté, elle avait la lumière allumée dans la pièce dans laquelle elle était et qu'elle a fait comme si elle chargeait son fusil de chasse en faisant en sorte que ça s'entende bien, que le bruit du chargement s'entende très très bien depuis l'extérieur. Et là, elle a juste dit « Mon père est à 100 mètres, je l'ai eu au téléphone il y a 30 secondes, il a le même fusil que moi et on a pas mal de cartouches. Celles que je viens de mettre dans le fusil sont pour les sangliers, donc je te conseille de remonter dans ta voiture parce que je vise très bien. » La vie de Camille, c'est un film d'action, clairement. En fait, le thread d'horreur, il est pas vécu par Camille, hein, il est vécu par la personne qui a frappé chez elle. Vraiment, là, elle se chie dessus, à mon avis. Elle s'attendait pas à cette réponse. À ce moment-là, la femme, elle essaie de rajouter quelque chose, sauf que Camille, elle vise dans la direction de la femme, et la femme détale à ce moment-là, remonte dans sa voiture, fait marche arrière, et se casse littéralement. 30 secondes après, ce coup-ci, elle a fini par réussir à appeler son père, avec un peu de réseau qu'elle avait. Son père est arrivé littéralement quelques secondes après, avec un fusil, mais lui, il n'était pas déchargé, clairement. Lui, il n'était pas là pour rigoler. Clairement, ne faites pas de thread d'horreur à Camille et à sa famille. Voilà, vous allez vous faire buter. Bon, du coup, les personnages qui ont voulu effrayer Camille étaient bel et bien partis. Le lendemain, le père de Camille a confié un de ses chiens à sa fille pour qu'il puisse garder la maison et un peu l'alerter et la protéger. Sauf qu'elle n'a plus jamais eu ce genre de problème. Et bien heureusement pour toi, Camille. Et je pense que de toute façon, le message est passé. Ils reviendront pas te faire chier. Donc cette histoire, c'est l'histoire de Tony qui explique que suite au Covid-19, etc., toute l'épidémie qu'on connaît tous, il a décidé cet été de partir en vacances. C'est une histoire qui est assez récente. Il explique que cette histoire, il la raconte parce qu'il dit qu'il faut vraiment se méfier de tout le monde et il veut montrer à tout le monde qu'il faut vraiment faire attention. Donc Tony, il explique qu'il part avec sa copine en région PACA et qu'il loue un appartement sur Airbnb, que c'était pas la première fois, donc ils étaient assez sereins. Donc ils vont louer un appartement en plein centre-ville et il précise que, je sais pas si vous savez, mais sur Airbnb, on peut voir normalement la photo du propriétaire. Et là, il y en avait pas. Mais bon, pas plus louche que ça, il se pose pas plus de questions, la personne a peut-être juste pas mis sa photo, il prend la location, tout se passe bien comme d'habitude. Et pour cette histoire, on appellera le propriétaire de cet appartement Paul. Donc tout le voyage vers la destination se passe bien, ils disent qu'ils arrivent un peu en avance, qu'ils ont rendez-vous à 18h, mais que tranquille, ils vont faire le tour de la ville, ils vont s'amuser, ils vont commencer leurs vacances en fait tout simplement. Et vers 17h50, ils se rendent à l'appartement, ils envoient un message à Paul qui leur dit qu'il sera là dans 10 minutes. Jusque là rien d'anormal, ils attendent devant la résidence. Pendant qu'ils attendent devant la résidence, Paul arrive dans sa voiture, leur demande si c'est eux qui ont loué l'appartement, ils répondent oui, il demande si c'est bien Paul, le mec répond oui, il était bien habillé, rien à signaler, voilà, il est bien sur lui, pas de problème. Ils rentrent dans la résidence, ils passent devant le parking, et l'appartement était au 3e étage avec ascenseur. Là, Tony, il fait un premier constat. Il se rend compte que l'appartement, il ressemble pas vraiment aux photos, mais bon, rien d'anormal non plus. Il se dit qu'il aurait pu modifier la décoration, mais il y a quand même une chose qui lui donne l'impression qu'il loue pas vraiment l'appartement et que c'est assez bizarre. Déjà, il y avait de la vaisselle qui était entreposée sur l'évier, comme si quelqu'un vivait toujours là, et en plus, il y avait encore des miettes sur la table. Tony, il s'inquiétera pas plus que ça, puisqu'il va se dire que Paul habite dans l'appartement et que de temps en temps, il le loue. Et Tony dit qu'il s'en fout totalement, en fait, que l'appartement soit clean. Ce qu'il voulait, lui, c'est profiter de ses vacances. C'était pas, voilà, se faire chier à faire le ménage, etc. ou être méticuleux et tout ça. Il y a une chose qui a un peu interpellé Tony pendant un moment, c'est que Paul donnait des conseils assez bizarres. Par exemple, Paul, il leur disait que le tiroir dans l'armoire de la chambre, c'était un bon endroit pour ranger les bijoux et les objets de valeur. Et il dit que le ton de sa voix incitait vraiment à ranger les affaires dans ce tiroir, comme s'il voulait savoir où étaient leurs affaires précieuses. Ensuite, Paul, il a posé de plus en plus de questions personnelles que t'es pas censé poser quand t'es juste propriétaire de Airbnb. Il voulait savoir s'il avait de la famille ici, si c'était leur première fois dans cette région, s'ils habitaient loin, s'ils connaissaient bien les alentours. Et là, Tony va avoir le réflexe de dire qu'il a de la famille ici, qu'il connaît du monde, comme s'il sentait quelque chose de pas bon et qu'il fallait qu'il réponde ça pour un peu dissuader le mec. Il dit qu'il explique ça de manière précise et qu'en vrai ça s'est passé en 10 minutes max. Et il dit qu'à première vue, si on n'est pas parano, on trouve rien d'anormal dans cette situation en fait. Il dit que Paul devait être juste une personne assez curieuse. Mais le pire est à venir. Donc la visite est sur le point de se terminer, Paul va leur laisser les clés, mais Tony il a envie de pisser, donc il va au chiottes. Et juste après avoir pissé, il se lave les mains. C'est bien. Et il sent son portable vibrer et il voit que c'est Paul. Et il se dit c'est bizarre, pourquoi Paul m'enverra un message alors que je suis juste aux toilettes. Et là il ouvre le message. Sur le message il est écrit excusez-moi du retard, j'étais coincé dans les bouchons, j'arrive d'ici 15-20 minutes. Et Tony il voit que le message il a été envoyé il y a 1 minute. Là il comprend vite que si Paul était dans les bouchons, qui est le Paul qui est avec eux dans l'appartement? Il était en panique totale. Et on peut le comprendre, hein, je sais pas trop comment je réagirais dans cette situation. Franchement ça doit faire flipper. Hein. Donc là Tony sort des toilettes, il essaie de garder comme il dit une poker face et de faire comme si tout allait bien pour ne pas éveiller les
soupçons du faux Paul. Mais le faux Paul, il remarque quand même un petit truc, il lui demande si ça va. Tony lui répond calmement que oui, ça va très bien, il faut juste qu'ils aillent décharger leurs affaires avec sa copine. Et Tony comptait se barrer direct en faisant semblant d'aller chercher les affaires avec sa copine, sans que le faux Paul remarque rien. Sauf que le faux Paul, il insiste lourdement pour les aider à monter leurs affaires. Et Tony il explique qu'il a peur que s'il a compris quelque chose et qu'ils vont chercher les affaires et qu'ils remontent avec, qu'ils les agressent, qu'ils les volent, etc. Bref, il se fait plein d'idées et je peux le comprendre parce que là, vraiment, ton cerveau doit fuser à 200 à l'heure. Tony, là, il fait un move de génie, il rentre dans son jeu et il demande au faux Paul de rester proche de l'ascenseur au 3e étage pour qu'il puisse lui passer du coup directement les valises, pour qu'il ait juste à rentrer dans l'ascenseur et à donner les valises. Tony, à ce moment-là, il s'empresse de tout raconter à sa copine, elle est en panique et c'est normal. Encore une fois, Tony dit à sa copine que le mieux c'est d'appeler la police et de rejoindre le vrai Paul. Sa copine appelle la police pendant que lui il appelle le vrai Paul. La police leur dit qu'ils seront là d'ici 10 minutes. Pendant ce temps, Tony et sa copine ils vont prendre la voiture et ils vont se mettre dans la rue opposée à la résidence au cas où le faux Paul viendrait les chercher. Quelques minutes plus tard, le vrai Paul envoie un message à Tony pour leur dire qu'il est arrivé. Tony et sa copine ils le rejoignent et là tout de suite ils sont rassurés. Le mec inspire confiance, enfin on sent que c'est vraiment lui quoi, comme si l'instinct leur disait que là c'est le vrai Paul. En 2 minutes, Tony lui explique toute l'histoire, il lui décrit la personne, etc. Et le vrai Paul dit qu'il croit connaître le faux Paul. Ça fait beaucoup de Paul dans cette vidéo. Il s'agirait apparemment d'un homme s'appelant Lorenzo qui habiterait dans la même résidence que Paul. Et Lorenzo était locataire apparemment selon Paul. En même temps, la police arrive, il décide de les conduire dans la résidence, ce qui est normal pour essayer de voir ce que veut Lorenzo. Et à ce moment-là, quand il a vu la police, il est devenu totalement fou. Il a commencé à leur crier dessus en disant que c'était de leur faute s'il était en arrivé là, etc. Il dit que son discours, il avait aucun sens et qu'il était devenu complètement taré. La police, à ce moment-là, ils l'ont arrêté et ils n'auront plus de nouvelles de Lorenzo pendant 3 jours. Entre-temps, Tony explique qu'avec sa copine, ils ont pu bien s'installer dans l'appartement de Paul, aucun souci. Et que cette fois-ci, l'appartement correspondait parfaitement aux photos, un peu plus logique. La police a quand même tenu au courant Tony et sa copine, puisqu'ils les ont appelés 3 jours plus tard pour leur dire en fait que Lorenzo avait perdu son boulot dû à la crise sanitaire et qu'il avait été viré de son appartement suite à un défaut de paiement de loyer. Apparemment, la police leur dira aussi que Lorenzo avait une addiction au cannabis qui expliquait un peu ses changements d'humeur. La police pense que Lorenzo voulait voler un maximum de choses à Tony et à sa copine, voire pire. Et Lorenzo a été placé sous surveillance policière le temps qu'un psy vienne faire une analyse comportementale. Pfiou! Ça commence très fort. Hein. Alors moi je suis moins sensible à ce genre d'anecdotes. Je sais que ma copine par exemple est très sensible à ce genre d'anecdotes avec les vraies personnes, etc. Moi honnêtement j'ai plus peur des trucs un peu surnaturels ou des gens avec une force un peu trop élevée, etc. Parce que pour moi physiquement tu peux rien faire. Mais bon, je pense que j'aurais été dans cette situation, je me serais chié dessus, hein, très clairement. Pendant que t'es au chiottes, ta copine elle est avec l'autre mec et tu reçois un message avec écrit oui je suis dans les bouchons, j'arrive, alors que t'es censé être avec le mec qui t'envoie le message. Fuyez pauvre fou, hein, clairement. À présent, on va passer à une seconde histoire, et celle-ci, c'est l'histoire de Anna. Anna, elle explique que cette histoire, elle s'est passée il y a quelques années, en 2012, et qu'à ce moment-là, elle était étudiante, et qu'elle bossait dans une maison en tant que surveillante pour les enfants à caractère social. En gros, un foyer, quoi. Elle explique que cette association, elle a autour de la ville plusieurs maisons qui accueillent des enfants de 3 à 18 ans. En gros, dans ces maisons, elle garde des jeunes qui sont placés par décision judiciaire, parce qu'ils ont une histoire de famille souvent compliquée. Il faut une surveillance constante vu que c'est des enfants. Donc la journée, l'équipe éducative, c'est elle qui s'occupe des maisons, et la nuit, c'est les surveillants de nuit, donc Anna. Elle explique qu'elle remplace un de ses collègues qui est en arrêt pendant 3 jours sur ces nuits-là. Elle explique que cette maison elle a une particularité contrairement aux autres, c'est que c'est 2 maisons en une seule, c'est-à-dire que les 2 bâtiments sont reliés, et du coup, tu as 2 maisons différentes dans une seule structure. Mais elle explique que malgré que ce soit qu'une seule maison en une, il y a quand même 2 surveillants chaque nuit, un pour chaque maison. Anna arrive tranquillement à 22h pour commencer sa nuit, elle va à l'étage, c'est la pièce qui est réservée aux surveillants, et elle fait ses transmissions avec l'équipe éducative, pour savoir ce qui s'est passé un peu pendant la journée, etc. Pour savoir s'il y a des choses aussi importantes à signaler, telles que des malades, des conflits, ou qui pourraient perturber la nuit. Là, ce soir, rien du tout, les enfants sont couchés, tout va bien. À 22h15, sa collègue, qui est l'autre surveillante de l'autre maison, n'arrive toujours pas. L'équipe éducative attend que cette collègue arrive pour pouvoir partir. Donc l'équipe éducative attend, Anna attend, et à 22h35, ils ont un appel de leur supérieur qui leur dit que l'autre surveillante qui devait travailler avec elle ne sera pas là ce soir car elle a eu un problème et qu'ils ont personne pour la remplacer. Les éducateurs partent, elle se retrouve toute seule pour 2 maisons, elle dit qu'il n'y a pas de souci, que c'est déjà arrivé donc elle n'est pas plus inquiète que ça. Et elle s'installe pour la nuit pour surveiller 19 petits. Elle dit qu'un truc qu'il faut savoir, c'est qu'ils font des rondes régulières toutes les heures et qu'ils aident un peu aux tâches ménagères de l'équipe éducative pour les avancer un peu pour le lendemain, qu'ils préparent le petit-déj, etc. Voilà, ça c'est un peu tout le travail que fait Anna en tant que surveillante. Donc comme elle a précisé plus tôt, la
là, c'est 2 maisons jumelées, donc normalement, comme les 2 surveillants sont en haut, ils descendent à tour de rôle. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un en haut pour assurer une surveillance constante, parce que c'est quand même des enfants et qu'ils peuvent pas laisser les enfants au cas où tout seul, même une minute, on sait jamais. À cette époque, comme elle était étudiante, elle explique que tranquillement, la nuit, quand elle avait rien à faire, elle bossait ses cours, et elle dit que ça l'empêchait de dormir aussi, puisque c'est interdit de dormir évidemment. Donc elle dit 23h RAS, minuit RAS, 1h RAS, 2h RAS. À 2h30, elle explique que comme elle est seule sur la maison, elle va pas faire l'entretien de la pièce de vie, sinon elle sera trop longtemps absente de l'étage. Donc elle vide juste le lave-vaisselle et elle remonte. 3h toujours rien, RAS. À 3h30 cette fois, elle entend des bruits contre la porte d'en bas comme si quelqu'un essayait de rentrer. Elle ouvre la fenêtre de l'étage, elle regarde en bas, elle voit personne. Par contre, elle entend des bruits de pas. Elle dit qu'elle est pas téméraire et comme il y a 19 enfants à garder, elle veut pas descendre. Elle ouvre de nouveau la fenêtre, cette fois elle entend des gens parler mais elle arrive pas à distinguer ce qu'ils disent. Elle dit que les maisons ont des portes qui séparent les escaliers de l'étage et qu'elle prend le risque de fermer ces portes là même si ce sont les 2 seules issues de secours. À l'instant où elle met le deuxième coup de clé pour fermer la porte, elle entend un bruit de verre brisé et un très gros cri. À ce moment-là, elle se dit « Eh merde, qu'est-ce qui se passe ?» Elle court dans la salle de veille, elle appelle la police. Pendant qu'elle est en conversation avec la police, quelqu'un crie dans l'escalier et tambourine à la porte. Elle distingue 2 voix, une femme et un homme qui crient et qui la menacent. Tout en restant au téléphone avec la police, elle ferme les chambres des enfants en espérant qu'ils ne se réveilleront pas. Elle dit aux intrus qu'elle a appelé la police et qu'ils arrivent. Elle dit qu'au même moment, 3 petits qui dorment à côté de la porte se réveillent et du coup sont apeurés. Elle essaye de les calmer tout en étant en communication avec la police et pendant ce temps, les 2 intrus deviennent de plus en plus violents et de plus en plus menaçants et maintenant ils essaient de casser la poignée de la porte. Elle dit qu'elle a pas le choix au vu de la fragilité de la porte, elle réveille tous les enfants, elle les emmène avec elle dans la salle de veille et elle ferme la porte à clé. Après avoir fermé la porte à clé, elle met une chaise sous la poignée, vous savez un peu comme dans les films, mais la porte qui donne sur la seconde maison, elle la ferme pas parce qu'elle veut pas isoler ses enfants qui dorment toujours. Elle dit que comme les intrus ils ont pas essayé de pénétrer par l'autre côté, elle décide de pas réveiller les autres enfants et de les laisser dormir le plus longtemps possible. Tout en continuant de calmer les enfants, elle appelle son chef d'astreinte avec le téléphone d'urgence pendant qu'avec l'autre téléphone elle est toujours au téléphone avec la police. Là, d'un coup, elle entend un énorme boom, ils viennent de péter la porte, ils sont dans le couloir où il y a les chambres. Après de longues minutes, les enfants de l'autre maison les ont rejoints parce qu'ils se sont réveillés aussi. Anna, elle dit qu'elle suit les instructions de l'opératrice qui lui dit que la police sera là dans quelques secondes. Elle dit qu'elle essaie vraiment de calmer les enfants mais que c'est très compliqué. Cela dit, ils comprennent très bien qu'il faut pas faire trop de bruit et ils se sont blottis les uns contre les autres. Les intrus continuent de tambouriner à la porte et à hurler et les enfants ont de plus en plus peur. À ce moment-là, ils entendent enfin les sirènes de la police qui est arrivée. L'opératrice se met en relation avec l'un des policiers sur place. Il demande de quel côté est l'intrus et s'il y a bien pas d'enfants de ce côté-là. Cette fois, elle dit que presque tous les enfants sont réveillés. Elle dit qu'il y a un capharnaüm, jamais entendu ce mot, mais bon, on va l'utiliser, c'est stylé. Donc elle dit qu'il y a un capharnaüm assourdissant, que tous les enfants sont avec elle dans la pièce et qu'ils sont tous collés les uns aux autres, que ça arrête pas de pleurer dans tous les sens et qu'il est dur de distinguer ce qui se passe dehors entre la police et les intrus. Elle dit qu'au bout de très longues minutes de bruit violent et de cris, dans le couloir, un silence s'installe. Il y a un toc-toc à la porte, à ce moment-là. La personne s'annonce comme un policier. Elle ouvre la porte et là, tout le monde est soulagé. C'est enfin la police. Les enfants sont soulagés. Anna est soulagée. Elle réalise à ce moment-là qu'il est 4h20. Elle a l'impression que ça a duré des heures et des heures, alors qu'en réalité, ça a duré moins d'1 heure. Elle dit que l'heure, c'était pas aux explications à ce moment-là, qu'il valait mieux essayer de rassurer les enfants et de les remettre au lit pour qu'ils essayent encore un peu de dormir. Elle dit qu'à ce moment-là, la priorité, ce sont les enfants. Anna, c'est vraiment une zob, qui peut la tester, en fait. À 6h, la fin de la nuit arrive. Elle a tout rédigé pour expliquer ce qui s'est passé. Elle explique aux éducateurs aussi comment ça s'est déroulé. Elle a rendez-vous à 17h au commissariat pour donner sa version des faits. Elle apprend au commissariat que les intrus en fait étaient les parents d'un enfant qui a été placé dans ce foyer, que le père est alcoolique, qu'il a des antécédents judiciaires très lourds avec des grosses violences, vol, séquestration, etc. et que la mère est alcoolique, schizophrène plus bipolaire. Ça fait une sacrée brochette. Apparemment, ils voulaient récupérer leur enfant qui a été volé par l'État. Ils ont défoncé le portail d'entrée avec une vieille camionnette et le père était apparemment équipé d'une barre en fer. Et ils ont utilisé cette barre pour casser la fenêtre de la cuisine et s'introduire dans la maison. Puis ils ont utilisé l'extincteur pour casser le verrou de la porte dans le couloir. Ils savaient pas en fait qu'il y avait un autre accès et que la maison était jumelée, donc ils se sont concentrés que sur un côté. Et apparemment, ils ont rien cassé dans le mobilier. Bon, ils ont été sympas avec les meubles. Dans leur camionnette, apparemment, il y avait du coca et des gâteaux. Leur plan était apparemment de récupérer leur enfant et de partir vivre en forêt. Et ils étaient sous différentes substances, alcool, drogue, etc. Elle dit qu'heureusement, il n'y a eu aucun blessé et que les enfants concernés n'ont pas été au courant que c'était leurs parents. Le soir même, Anna elle reprend son service pour refaire une nuit. Donc là, Anna vient littéralement de vivre un truc traumatisant, elle y retourne le soir même. Je vous dis qu'il peut la tester. Franchement, honnêtement, GG.
passe maintenant à la troisième histoire, une histoire qui va vous faire froid dans le dos. Si vous avez des chats, fuyez. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Bob et il dit que ça lui est arrivé quand il avait 17 ans et que ça l'a totalement traumatisé. Il dit que c'était au mois de juillet, qu'à ce moment-là, il vivait encore avec sa mère et son petit frère de 14 ans. Il dit qu'il vivait dans un grand appartement et que le portail à 23h était fermé par sa proprio. Il faut savoir que pendant la journée où s'est passée cette histoire, ils ont fait une fête d'anniversaire avec beaucoup de monde, des voisins, des amis, des connaissances, etc. Bob, il dit qu'ils connaissent presque tout le monde sauf 3 personnes. Sur ces 3 personnes, il y a 2 personnes qui sont gentilles, qui disent qu'ils connaissent pas non plus la 3e personne. La 3e personne, par contre, elle est très distante et elle a des yeux rouges et des grosses cernes. Il dit que cette 3e personne, elle a pas vraiment un regard très sympa. À ce moment-là, il demande leur nom à 3 personnes et pour les garder anonymes, on les appellera Tom, Christine et Pascal. Pascal étant la personne froide et bizarre. Il dit que Pascal est resté dans son coin, qu'il mangeait, mais qu'il était toujours tout seul et écarté des autres. Bob, il nous explique que la dernière fois qu'il a croisé Pascal, c'était vers 22h30, qu'il l'avait bousculé et qu'il était tombé et qu'après il l'avait pas revu de la soirée. Bon, jusque-là, peut-être un accident. Il explique aussi un truc important, c'est que sa mère n'était pas là parce qu'elle travaille de nuit car elle est infirmière. Et que son frère non plus n'était pas là parce qu'il était chez des amis. Bon, ils sont pas là pour son anniversaire, ok, sa mère je peux comprendre, son frère... Au bout d'un moment, tout le monde s'en va, la fête est terminée. Il vient de remarquer qu'il a un message de son frère qui lui dit qu'il va pas dormir à la maison et qu'il va dormir chez ses amis. Il dit qu'il range ses affaires et ses cadeaux, il cherche ses clés, il les trouve sur la table de la cuisine. Alors que d'habitude, il les met dans l'entrée, là, à l'endroit pour accrocher ses clés. Il ferme la porte et il se pose devant la télé, tranquille. Faut savoir aussi qu'il a un chat et que normalement, ce chat, il est assez distant avec Bob et qu'il est vachement plus proche de son frère. Mais là, le chat est avec Bob et d'habitude, le chat dort dans la chambre de son frère. Mais comme là, son frère n'est pas là, il se dit que le chat va avec la personne qui reste, donc Bob. C'est un peu triste quand même comme histoire déjà. Bref, au bout d'un moment, il éteint tout, il va dans sa chambre et là, le chat s'arrête devant lui et commence à miauler en le regardant. Il se retourne un moment pour s'apprêter à rentrer dans sa chambre, mais le chat se met devant lui et continue à miauler comme s'il voulait le prévenir de quelque chose. Évidemment, à ce moment-là, Bob il capte pas, il se dit que c'est une lubie du chat, il pousse le chat, il laisse la porte ouverte quand même pour que le chat puisse rentrer et dormir avec lui s'il en a envie. Et il dit que le chat, pourtant, il reste là à le regarder, à le fixer. Bon, ça l'inquiète pas, il se dit qu'il est un peu perturbé peut-être parce que il y a que Bob à la maison et que voilà. Bob il s'endort et il dit qu'il se réveille vers 3h du matin par les chouilles de son chat sur son bras qui est à l'extérieur du lit. Là, il ouvre un peu les yeux, etc. Et il se rend compte que le chat est devant la porte. Il se dit, mais attends, si le chat est là-bas, qu'est-ce qui me lèche les doigts ? Bob, à ce moment-là, il fait comme si de rien n'était. Il se lève pour aller aux toilettes, pour se débarbouiller, et il prend aussi son téléphone. Il dit un peu d'une voix gaga pour pas éveiller les soupçons. Tu veux manger le petit chat, tu veux manger ? Comme on fait tous avec nos animaux quand on est totalement gaga. Ensuite, il se cache, il appelle la police, il appelle aussi son voisin qui est gendarme, et il appelle sa mère. Mais pendant ce temps, la porte de son appartement est toujours fermée à double tour. À ce moment-là, Bob, il tape un sprint jusqu'à sa porte d'entrée. En sortant de sa salle de bain, il court, il court, il court. Au même moment, son voisin gendarme frappe à la porte, il lui ouvre le plus vite possible et juste derrière le gendarme qui est son voisin, les policiers arrivent. Il explique qu'en fait quand il est sorti de sa salle de bain, il a entendu un bruit venant de sa chambre et qu'il s'est chié dessus. Le mec qui était en réalité dans sa maison, c'était Pascal qui lui avait volé ses clés au moment où il l'avait bousculé. Il s'est fait arrêter avec un couteau à la main et attendait Bob en attendant qu'il revienne de la salle de bain car il savait qu'il était grillé. Plusieurs jours passent et Bob apprendra que Pascal est recherché pour vol, agression, meurtre et viol. Depuis ce jour, Bob il explique qu'il ne fait plus de grandes fêtes à part des petites par-ci par-là à l'intérieur de son appartement. Il finira par cette phrase: faites bien attention et soyez toujours attentifs à qui vous invitez. Il vaut mieux connaître tout le monde que seulement la moitié. La première histoire, c'est l'histoire de Marc, et il va nous raconter comment s'est passé son 9e anniversaire. Marc, il explique que c'était un enfant assez timide et introverti, et qu'il avait envie d'impressionner un peu ses amis, parce qu'il en avait pas beaucoup. Il explique donc que cette histoire implique son meilleur ami de l'époque, Damon. Donc comme je le disais, Marc, il est assez timide, et il se présentait jamais de lui-même pour aller aux fêtes et aux événements où il y avait ses amis, etc. Mais ça l'inquiétait un peu, parce que justement, sur le long terme, il avait peur de perdre ses copains, en fait. Il nous explique qu'un jour, il a été très mal à l'aise, parce que justement, dû à son anxiété un peu sociale, ce jour-là, son père vient le chercher à l'école et en même temps il y a la mère de Damon qui vient chercher justement Damon et qui propose au père de Marc et à Marc si il veut venir ce week-end à une sorte de parc de caravane. C'est un truc qu'on retrouve pas mal je pense aux États-Unis, un endroit où tu vas passer le week-end dans ta caravane tranquille où il y a des animations etc. C'est un peu un camping de caravane. Donc Marc à ce moment-là il est hyper mal à l'aise parce qu'il est vraiment très introverti et il a du mal à répondre et il a pas envie non plus de vexer la mère de Damon. Du coup il lui dit oui, assez timidement mais il lui dit oui.
Vient le vendredi soir où ils partent justement dans ce camp de caravane. Il est assis à côté de Damon et de son frère Lucas, qui lui avait 2 ans de moins que Damon et Mark. Il explique que le voyage s'est bien passé, malgré le fait qu'il se sentait pas très à l'aise et un peu inconfortable. Il pleuvait pas mal, mais le voyage s'est bien passé. Quand ils sont arrivés, Damon et Mark, ils ont regardé 2-3 petits trucs à la télé, et comme il était déjà tard, ils sont partis se coucher. Mark, il explique qu'il avait un téléphone Nokia, vous savez, ces anciens téléphones Nokia là, invincibles, indestructibles, là, les briques, sur lequel il jouait à Snake, et son père lui avait demandé en arrivant et le soir de lui envoyer un petit SMS pour lui dire que tout va bien. Ce qu'il a fait, et c'est très responsable de sa part, hein, moi je le fais toujours pas, hein, c'est-à-dire que je le faisais pas à 9 ans quand on te dit oui, envoie un message pour me dire que tout va bien. Je le faisais pas, mais maintenant je le fais toujours pas. Désolé maman pour ces longues années où tu t'es inquiété à chaque fois à m'appeler et à me dire t'es sûr que tout va bien parce que tu m'as pas envoyé de message. Désolé, je suis pas responsable moi. J'ai 25 ans et j'ai toujours pas de responsabilité. Laissez-moi tranquille, ok? Je suis un enfant, je suis un fœtus. Chelou ça quand même. Hein. Le lendemain, Mark et Damon, ils sont partis dans un magasin, dépenser leur argent de poche, et l'après-midi, ils sont partis au cirque. Et il dit qu'ils étaient assez mal à l'aise de jouer avec les clowns, etc. Parce que de 1, bah ça les faisait flipper, et de 2, bah ils étaient jeunes, ils avaient 9 ans, mais tu sais, à 9 ans, t'as envie d'être plus grand, etc. Enfin, ils disaient que c'était pas des gamins et que ça leur faisait bizarre de jouer avec des clowns et que eux, ils étaient trop grands pour ça. Plus tard, le soir, il y avait un spectacle avec un comédien, et c'était vraiment un truc typique pour adultes, pour coup, et là, Mark et Damon se font vraiment chier. Hein. On a tous vécu ce moment quand on était gamin, à être là à supporter les trucs des adultes. Et encore aujourd'hui, même en étant adulte, on supporte des trucs d'adultes alors que ça nous fait chier, clairement. Mais là, Mark et Damon se font clairement chier. Et ils ont qu'une envie, c'est de retourner à la caravane. À la caravane, ils veulent regarder du South Park, tranquille. Bon, à 9 ans, j'avais pas l'autorisation de regarder South Park. Hein. Un peu normal en même temps, mais bon, c'est de la culture. Hein. Donc Damon fait son petit regard de chien battu à ses parents, qui acceptent finalement de lui donner les clés, mais qui lui demandent de prendre Lucas, donc le petit frère de Damon, avec eux pour retourner à la caravane. Ils prennent les clés, ils acceptent, et ils prennent le chemin qui est hyper sombre, parce que forcément au milieu d'un camp un peu de caravane, etc., il n'y a pas de lumière. Et au début sur la route, tout va bien, ils parlent des jouets qu'ils ont achetés, etc., de ce qu'ils vont faire en rentrant à la caravane, et à un moment ils aperçoivent un peu une camionnette blanche avec les portes ouvertes à l'arrière, et ça les interpelle pas plus que ça, puisqu'ils se disent que c'est quelqu'un sûrement qui vient d'arriver et qui est en train de décharger. Au moment où ils passent devant cette camionnette, il y a un homme qui sort de l'obscurité et qui marche très lentement vers eux. Mais il explique que c'est pas une démarche normale, c'est vraiment une démarche un peu flippante, comme s'il marchait un peu sur la pointe des pieds et qui voulait pas trop se faire remarquer, mais il le voit s'approcher d'eux, tu vois. Le mec se fige à quelques mètres d'eux, leur fait un sourire un peu bizarre et leur demande hey les gars, est-ce qu'il y aurait pas un homme fort parmi vous qui voudrait m'aider à charger cette caisse parce que je me suis fait mal au dos. À cette époque-là, Mark il explique qu'on n'expliquait pas autant aux enfants de faire attention aux étrangers, etc., qui t'attirent dans leur camionnette ou dans leur voiture avec des bonbons, etc. Enfin bref, ce qu'on a tous déjà entendu. Mais Mark, il a quand même le pressentiment que ce mec est bizarre et qu'il faut pas le suivre et qu'il faut pas l'écouter. Et du coup, à ce moment-là, Mark, il a plein de pensées. Il se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va appeler son père? Il est à des dizaines de kilomètres. Crier à l'aide, sachant qu'il n'y a personne autour vu que les caravanes sont vides et que tout le monde est aux différentes animations. Il pense même à le combattre, mais il se rend vite compte que ça va être compliqué. Mark, il sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Il pensait que les choses pouvaient pas être pires, mais il se trompe. Damon et Mark, ils vont pas répondre, ils vont rester figés, mais le petit frère de Damon, Lucas, lui va répondre oui, moi je suis fort, je peux t'aider, de la manière la plus innocente possible. Et à ce moment-là, Mark il explique que le visage du mec, il était horrible. Il a fait un sourire totalement déformé. On aurait dit de ses propos qu'une araignée venait d'attraper une mouche dans sa toile. Damon a directement réagi et a dit à son frère c'est non, tu ne vas pas vers ce monsieur. À ce stade, Mark il a un peu honte de ce qui s'est passé, mais en fait il a continué tout simplement à marcher vers la caravane sans se retourner. Il avait tellement peur, il ne savait pas, il s'imaginait que peut-être l'homme allait tuer Lucas devant lui ou qu'il allait réussir à les attraper tous les trois. Bref, Mark il est terrorisé. La seule chose à laquelle il pensait, c'était marcher tout droit vers la caravane et peut-être essayer de trouver quelqu'un qui pourrait les aider. Quelques secondes plus tard, il entend Damon et Lucas qui courent derrière lui et qui crient courez! À ce moment-là, les trois garçons courent vers la caravane le plus vite qu'ils peuvent, sans se retourner, ils courent. Alors qu'ils approchent de la caravane, Mark reprend ses esprits et demande à Damon pourquoi ils iraient pas simplement rejoindre ses parents à l'endroit où il y a les animations. Et Damon lui répond simplement au milieu un peu de ses pleurs et la reprise de son souffle, mais tu crois vraiment qu'on va courir dans sa direction à lui? Damon, pour l'instant, fouille dans sa poche, trouve les clés, sauf qu'ils ne savent pas pourquoi, ils essayent toutes les clés, mais aucune des clés n'ouvre la caravane. Ils sont donc maintenant coincés devant une caravane qui ne s'ouvre pas, des clés inutile et un homme qui arrive sur eux avec sûrement des idées malsaines. Étrangement, le seul à ne pas pleurer, à ne pas paniquer, c'était Lucas et il explique que peut-être comme il était plus jeune, il se rendait vraiment pas compte de la situation dangereuse dans laquelle ils étaient. Finalement, Mark décide de convaincre les deux autres qu'il faut retourner aux animations et retrouver les parents de Damon.
Ils ont finalement recouru dans la direction du mec en s'éloignant le plus possible de lui. Ils ont couru le plus vite possible et là, comparé à avant, il explique que ce n'était rien. Ils couraient encore plus vite. Au moment où ils vont repasser devant la camionnette, ils entendent un cri dégoûtant. Il explique vraiment ça, un cri dégoûtant et horrible. On n'aurait même pas dit un être humain. Ils se sont figés pendant quelques secondes, se sont retournés et ont vu l'homme courir vers eux en criant comme une bête. Les 3 garçons qui pleuraient encore se sont retournés une nouvelle fois et ont couru le plus vite possible vers les animations. Ils ont finalement réussi à atteindre l'animation et à retrouver les parents de Damon qui n'ont pas compris pourquoi les garçons arrivaient dans cet état-là. Ils ont totalement fondu en larmes de peur et de soulagement. La mère de Damon est restée bouche bée devant leurs explications. Ils ont finalement fini par rentrer tous ensemble sans jamais recroiser cet homme qui criait comme une bête et comme un monstre. Le lendemain matin, Mark a demandé à rentrer immédiatement chez lui, il ne voulait plus rester sur place et on le comprend tout à fait. Aujourd'hui, il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là, ni pourquoi l'homme a crié, même s'il a un peu ses idées. Il dit que bien heureusement, personne n'a été tué ou agressé cette nuit-là et qu'il n'a jamais eu autant peur de toute sa vie. Waouh, sacrée histoire, hein, avec des enfants, etc. et un mec chelou, hein, clairement chelou, hein, qui crie comme une bête, etc. Ça fait flipper, donc les enfants, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette chaîne, faites attention. Les adultes aussi, faites attention, hein, parce qu'il y a aussi des mecs chelous qui pourraient vous courir après en criant comme des demeurés, là, ou comme des fous, comme des bêtes. Franchement, ça doit faire flipper, hein. Dans le noir, t'as un mec qui te suit, il se met à crier comme une bête, comme un monstre, là, il te court après comme ça. Mon dieu, je pense qu'il y en a plus d'un que ça ferait flipper, hein, vraiment. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'Andrew. Andrew, il était garde forestier dans les années 90 pour l'armée. Il était chargé en fait de rester en haut de sa tour de garde et de surveiller les départs d'incendie, qu'ils soient naturels ou criminels. Donc la plupart de sa journée consistait à rester en haut de sa tour, à regarder avec les jumelles s'il y avait des départs de feu, à faire des promenades aussi autour de la tour et à ne pas se faire repérer par les ours et les loups. Stylé, mais un peu dangereux. Il explique que la façon dont il travaillait à l'époque, c'était 1 semaine de travail et 1 semaine de congé. Du coup, il dormait dans la tour. Dans la tour, il y avait tout ce qu'il fallait pour dormir et faire à manger. Et pas loin, il y avait des sanitaires pour pouvoir se laver, etc. Un jour, alors qu'il faisait une promenade autour de sa tour, il est tombé sur un piège à ours illégal. Il a déclenché le piège en toute sécurité, puis il l'a amené au niveau de la tour de contrôle un peu des gardes forestiers. Il explique que le braconnage dans le parc était illégal et que c'était passible d'une grosse amende et d'une peine de prison, mais que ça n'empêchait pas les braconniers d'essayer. Il explique que dans chaque tour, ils étaient maintenant équipés d'un fusil parce qu'il y a quelques semaines, un collègue à eux s'était fait déchiqueter par un grizzly. Donc le fusil n'était pas forcément là pour tuer le grizzly, mais surtout pour dissuader. Donc après avoir trouvé le piège, il a quand même un peu inspecté la zone, il a regardé aussi avec ses jumelles depuis sa tour de garde. Il a appelé son collègue Ben qui dit qu'il avait rien vu d'anormal non plus, mais que lui aussi avait rencontré quelques pièges le jour même. Le même soir, alors qu'Andrew se faisait tranquillement manger et qu'il écrivait à sa future femme, puisqu'il le sait maintenant que c'était sa femme, il entend un camion qui s'arrête pas loin de sa tour. Au début, Andrew il pense que c'est Ben parce que souvent Ben venait rendre visite à Andrew et ils buvaient un coup ensemble, etc. Voilà, ils passaient une bonne soirée tous les deux. Sauf qu'à la place, il voit 4 hommes sortir d'une camionnette. Ces hommes-là, ils étaient équipés de fusils, et sur les 4, il y en avait un qui faisait le guet et qui regardait autour d'eux, et les 3 autres ont commencé à sortir des pièges et à les installer. À ce moment-là, Andrew, il attrape son fusil, et il commence à descendre l'échelle. Il explique qu'à l'époque, il était jeune, il n'avait que 21 ans, et c'était seulement son 2e déploiement, et que du coup, il était assez naïf. Il explique aussi qu'il aurait dû appeler d'autres rangers, mais qu'en fait, il pensait pouvoir régler la situation en parlant calmement, sauf que ces hommes-là ne vont pas l'entendre de la même manière. Il est à peine descendu de l'échelle et a voulu demander ce qu'il faisait, qu'il s'est fait attraper par les mecs, qu'il s'est fait brutalement bousculer, sa lampe est tombée par terre et s'est éclatée. Le fusil lui a été enlevé et il a senti son souffle coupé au moment où il a pris un coup de genou dans les côtes. À peine il a eu le temps de reprendre son souffle qu'il a été attrapé par 2 autres hommes qui l'ont emmené plus loin dans les bois. Il explique qu'habituellement on entend énormément la forêt, qu'il y a plein de sons qui viennent de partout dans la forêt, que c'est vraiment bruyant, mais que là il entendait plus rien. Ils ont finalement fini par le mettre à genoux et là il a senti des larmes monter. Il a entendu derrière lui le bruit d'une arme qui se chargeait. Il a fermé les yeux et a prié. Quand d'un coup il s'est fait réveiller par un son, et c'était en fait le bruit des sirènes de ses collègues qui avaient essayé de prévenir Andrew qu'ils avaient entendu le bruit d'un véhicule, et quand ils ont vu que Andrew ne répondait pas, ils sont directement allés à sa tour de garde. Les gars lui ont clairement sauvé la vie. Les braconniers ont finalement réussi à être arrêtés sans qu'Andrew n'ait rien à part quelques bleus. Ben, son collègue avec qui il buvait des coups souvent le soir, l'a reconduit à la tour alors que Andrew tremblait encore de tout son corps. Il ne lui a pas reproché de ne pas avoir suivi la procédure qui est normalement d'appeler justement d'autres gardes. Il explique qu'il a quitté
quitté ce travail quelques mois plus tard pour avoir un travail beaucoup plus calme, mais que après ça il n'a plus rencontré de braconnier. Il est resté en contact un peu de loin avec Ben pendant plusieurs années, mais le temps a fait, comme vous le savez, comme ça arrive souvent, qu'ils se sont un peu perdus de vue. Et il y a quelques années, Andrew, il a recherché sur internet Ben, il a finalement découvert qu'il était mort il y a quelques mois à l'âge de 75 ans. Il explique qu'il voulait le retrouver parce que c'est quand même lui qui lui a sauvé la vie. On ne sait pas ce qui se serait passé si Ben n'avait pas été là, et si ses collègues en tout cas n'avaient pas été là. Mais je pense qu'il leur doit une reconnaissance éternelle, pour ceux qu'on la rêve. Non, je rigole, mais c'est une histoire de fou quand même. Hein. Et finalement, le danger, c'était pas les ours et les loups, hein, parce que les ours et les loups, bon, à part qu'un mec s'est fait déchiqueter quelques semaines avant ce qui arrivait à Andrew, bon. Mais bon, à part ça, finalement, le plus gros risque pour Andrew, c'était les mecs, hein. Pas très étonnant. La troisième et dernière histoire, c'est l'histoire de Jason, qui nous explique qu'il y a quelques années, il gardait la maison de son père à Montréal pendant qu'il était parti en vacances. Pendant ce temps-là, il n'y avait que sa sœur et lui dans la maison, et que le soir où s'est passée l'histoire, sa sœur a mangé, etc. Enfin, ils ont mangé ensemble, elle est montée dans sa chambre, et lui, il s'est mis tranquillement devant la télé. Il commençait à s'endormir quand quelqu'un a sonné à la porte. Il ouvre les yeux parce qu'il est extirpé un peu de son sommeil, et il regarde l'heure, il voit qu'il est 23h30, et il se dit, mais qui vient sonner à 23h30 le soir comme ça chez les gens? Il regarde par la fenêtre, et il voit un mec un peu débraillé, pas très bien habillé, un peu sale sur lui, et il se dit que sûrement il avait besoin d'aide, donc il va pour lui ouvrir. Donc Jason, il ouvre la porte, il lui demande comment il peut l'aider. Et l'homme a simplement répondu sans dire bonjour ni rien, est-ce que James est à la maison? Pour vous expliquer l'histoire, il n'y avait qu'un James qui a vécu dans cette maison. Il y a quelques années, c'était un homme qui travaillait avec le père de Jason, et il vivait grosso modo avec le père de Jason la semaine, et le week-end il était convenu qu'il rentre chez lui, parce que comme il bossait dans la même entreprise, le père de Jason avait accepté de le loger et qu'ils vivent ensemble grosso modo en coloc hein, dans cette maison. Sauf qu'au moment de l'histoire, au moment où le mec demande James, le mec avait pris sa retraite depuis un moment, il était reparti dans sa ville natale, et du coup il était plus là depuis plusieurs années. Il explique que ça aurait dû quand même le mettre en garde, mais au final ça lui a fait un peu baisser sa garde, parce qu'il avait l'air de connaître quelqu'un que lui-même connaissait, enfin vous voyez le délire, il devait se dire voilà c'est quelqu'un d'assez proche, tout ça, ça lui a quand même fait baisser sa garde. Donc naturellement Jason va lui répondre que James ne vit plus là depuis plusieurs années et l'étranger va le remercier et s'en aller tout simplement. Jusque là tout va bien, jusque là. Pendant que cet étranger descendait les marques, Jason il remarque que sur la camionnette marron de l'étranger il n'y a plus de plaques. Il relève pas du tout, il ferme la porte à clé, il se réeffondre sur le canapé parce qu'il est crevé. Et il se met des petits documentaires tranquillement, il se pose, voilà, il est posé tranquille, vous savez, le soir, tranquillement devant une petite émission. Au moment où il recommence à s'endormir, de nouveau, la sonnette sonne. À ce moment-là, il est encore extirpé de son sommeil, il n'a pas besoin vraiment de regarder l'heure pour voir qu'il est déjà plus de minuit. Jason il regarde par la fenêtre et il voit le même mec qui avait demandé James qui était revenu sonner chez eux. À ce moment-là, quand Jason se rapproche de la porte pour de nouveau ouvrir, il est quand même un peu inquiet et il se met un peu sur ses gardes. Il se dit que ce mec est quand même bizarre, donc au moment où il ouvre la porte, il prend soin de garder son pied collé à la porte au cas où le mec voudrait essayer d'ouvrir la porte. Encore une fois, Jason gentiment lui demande comment il peut l'aider. Le mec avait pas l'air vraiment à l'aise comme tout à l'heure, moins calme, il bougeait un peu sur lui-même, etc. Et il commence à lui raconter une histoire. Il lui dit qu'il sait que ça va sembler bizarre, mais qu'il y a quelques années, il faisait des travaux dans ce quartier et qu'il a vu une belle femme qui vivait ici, dans la maison où vivait James. Et qu'elle avait une belle paire de chaussures blanches et qu'il aimerait vraiment les avoir. Juste avant, on se dit c'est un mec chelou qui est tombé amoureux d'une femme il y a quelques années et qui veut la stalker, etc. Non, non, là il veut ses chaussures. Là, Jason il a commencé à réfléchir et il se dit c'est vrai qu'il y a quelques années il y avait des travaux dans ce quartier puisque c'était un nouveau quartier, mais par contre il n'y a jamais eu aucune femme qui a vécu dans la maison avec James et avec son père, etc. Puisque ça faisait longtemps que son père est divorcé de sa femme, qu'il n'a pas eu de copine entre temps, et que James non plus n'a jamais ramené de femme à la maison, grosso modo. Jason à ce moment-là répond simplement qu'il n'y a pas de femmes qui vivent ici, et que de toute façon les chaussures ne seraient sûrement plus là en fait, ce qui semble à peu près logique. L'homme a commencé à insister, il a dit non mais c'est les plus belles chaussures de ma vie que j'ai jamais vues, je vous les achète, attendez regardez je vous les paie. Il a plongé sa main dans sa poche pour sortir quelques cents, quelques centimes, quelques euros qui de toute façon faisaient pas une grosse somme. Jason il lui a simplement dit non de la tête et le mec a continué et l'a supplié de le laisser rentrer pour qu'il puisse voir les chaussures et qu'il allait le payer, etc. Que tout allait bien, qu'il allait le payer et qu'il allait les acheter les chaussures, donc tout va bien, tout va bien. Tu veux rentrer à la maison pour trouver des chaussures blanches? C'est quoi cette excuse de merde? À ce moment là, Jason il est un peu saoulé, il lui dit écoute les chaussures elles sont pas là et je pense que tu ferais mieux de partir. Jason il va pour fermer la porte, à ce moment là il sait très bien que ça commence à devenir chelou et qu'il faut vite qu'il ferme la porte et qu'il se mette en sécurité. Au moment où il pousse la porte pour la fermer, l'homme tend ses bras pour essayer d'empêcher la porte de se fermer. Il lui a finalement coincé en partie le bras dans la porte et a continué à pousser jusqu'à ce que le mec lâche. Il a réussi à fermer le plus doucement possible pour ne pas réveiller sa sœur qui est à l'étage du mieux qu'il pouvait. Il a fermé à clé et à ce moment là il a vu la poignée tourner parce qu'il essayait d'ouvrir la porte de l'autre côté.
Une fois que le mec a réalisé qu'il rentrerait pas par ce côté, il a commencé à dévaler les escaliers et Jason a couru vers la fenêtre pour voir où il allait. Et il a vu qu'il commençait à faire le tour de la maison. À ce moment-là, Jason, son adrénaline, elle monte et il cherche une arme dans la maison. Il tombe sur un club de golf dont il va se servir pour se protéger et faire le tour des portes de la maison pour vérifier que tout est bien verrouillé et que l'homme ne pourra pas rentrer. Finalement, il voit l'homme qui fait le tour de la maison, qui essaie d'ouvrir toutes les portes, mais Jason a réussi à tout fermer et la plupart étaient déjà fermées. Il court quand même vers sa sœur pour la prévenir et lui expliquer la situation. Finalement, par la fenêtre, il le voit s'enfuir dans son camion qui n'a plus de plaque. Jason a finalement appelé la police et quand ils sont arrivés, il leur a expliqué toute l'histoire et le policier lui a dit c'est l'histoire la plus étrange que j'ai jamais entendue. Et pourtant, ils doivent en entendre des histoires à mon avis, hein. Des trucs chelous. Jason, il garde un traumatisme assez profond de ça. Il explique que des fois, quand il ferme les yeux, il voit cet homme en fait réussir à ouvrir la porte, à se jeter en fait au moment où il essaie de fermer la porte. Il voit son visage un peu déformé, vous savez, un peu dégueulasse, quoi, un peu flippant, et qu'il arrive à faire des choses bizarres, comme ses projets qu'il avait pour la soirée. Il sait pas trop ce qu'il cherchait, mais bon, il s'imagine plein de trucs, quoi. Donc voilà, plein de trucs passent dans sa tête, il se demande souvent ce qui se serait passé s'il était rentré dans son jeu, etc., qu'il avait cru à son histoire. En tout cas, il est juste content aujourd'hui que rien ne se soit passé et qu'il ait pu réagir à temps. Et si tu veux voir plus de vidéos horreur terrifiantes, clique ici. Et si tu veux voir plus de contenu, suis-moi sur les réseaux et abonne-toi.